Alors, en complément aux deux fichiers de configuration d'utilisateur, à savoir le slash etc slash password et le fichier de configuration des groupes, le slash etc slash groupe, il y a des fichiers spécifiques qui sont sécurisés. Donc, chaque version Unix ou distribution Linux, il propose un ou plusieurs fichiers qui sont spécifiques et qui ne sont pas accessibles, même en lecture, pour les utilisateurs normaux. Et uniquement l'utilisateur root, c'est lui qui peut voir ces fichiers spécifiques qui sont sécurisés. Alors le rôle de ces fichiers spécifiques est de stocker les mots de passe cryptés et certaines informations qui sont associées à un utilisateur donné. Alors pour Linux, ce fichier est le fichier /etc/shadow. Donc chaque ligne de ce fichier correspond à un compte utilisateur du fichier /etc/password. Donc il y a une sorte de correspondance entre les deux fichiers. Il est constitué de 9 champs séparés par le caractère de points, comme les autres fichiers. Alors, certains champs peuvent être vides, cela c'est possible, et cela indique que la fonctionnalité associée n'est pas mise en œuvre, n'est pas configurée pour l'utilisateur. Alors, regardons la structure de ce fichier. Alors, il y a d'abord le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, on a dit qu'il y a jusqu'à 8 caractères pour la majorité des distributions. Et bien sûr, comme on l'a dit, habituellement en minuscule et contient uniquement des chiffres sans caractères spéciaux, sans symboles ou quelque chose de spécifique. Et ça doit être exactement la même entrée que dans le fichier /etc/password. Le système, il s'en occupe. Une fois que vous créez un utilisateur, lui, il s'occupe de dupliquer sur les différents fichiers de configuration. Ensuite, c'est le mot de passe. Donc, c'est 13 caractères qui sont codés. Qui sont codés et il indique qu'un mot de passe n'est pas demandé pour entrer dans le système. Donc, ce n'est pas visible en dur, explicitement. Donc, vous pouvez trouver la case nulle pour indiquer que cet utilisateur n'a pas de mot de passe, ou bien étoile qui indique que le mot de passe a été désactivé. Juste un truc par rapport au nom d'utilisateur, par rapport au mot de passe. Alors, c'est une chaîne cryptée, j'ai dit, de 13 caractères. Et ce mot de passe, traditionnellement, le mot de passe, il était en clair. Et lui-même aussi, il était limité à 8 caractères qui sont significatifs. Donc, pour les anciens systèmes, vous allez trouver le user, puis 2 points et son mot de passe en clair, mais qui ne dépasse pas les 8 caractères. Et donc, pour des mots de passe plus longs, donc, ils sont codés avec le logiciel ou avec l'algorithme de cryptage, le MD5, et ils sont disponibles sur certaines versions de Linux aujourd'hui. La chaîne cryptée, résultat, dépasse donc les 16 caractères suite à la codification qu'il a subie. Et aussi un autre truc, donc un mot de passe impossible pour les pseudo-logins ou les verrouillés, il correspond aussi à une chaîne cryptée qui est inférieure à 13 caractères ou qui commence par un caractère conventionnel comme le point d'exclamation. Donc, tous les mots de passe que vous allez trouver qui commencent par des points d'exclamation, c'est des mots de passe qui correspondent à des pseudo-logins. Et aussi, donc, pour un champ vide, donc ça, bien sûr, ça signifie que l'utilisateur ne possède pas de mot de passe. Et bien sûr, pour l'administrateur du système, il est déconseillé de laisser des comptes sans mot de passe. Donc, c'est des vulnérabilités de votre système qui vont permettre aux personnes de se connecter et d'accéder à votre système. Et bien sûr, il y a des façons pour rendre le mot de passe obligatoire. On peut les voir. Par la suite, on a le nombre de jours. Donc, c'est le nombre de jours depuis le dernier changement du mot de passe. Bien sûr, le compte a commencé depuis le 1er janvier 1970 et
Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'au dernier changement du mot de passe, vous allez trouver le nombre. Le nombre aussi, le nombre de jours ensuite, c'est avant que le mot de passe ne puisse être changé. Donc c'est le nombre de jours avant que votre mot de passe ne puisse être changé. Donc c'est un 0 qui indique qu'il peut être changé à n'importe quel moment. Ensuite, il y a encore un troisième nombre de jours, donc nombre de jours après lequel le mot de passe doit être changé. Donc vous allez trouver un grand chiffre qui indique que l'utilisateur peut garder son mot de passe inchangé pendant beaucoup d'années. Et bien sûr, vous pouvez spécifier ça, peut-être pour des stagiaires, pour des visiteurs, pour des contractuels. Donc ça vous permet, en l'éditant, de spécifier le nombre de jours de connexion. Alors le nombre de jours, le cinquième, c'est le nombre de jours pour avertir l'utilisateur qu'un mot de passe ne va plus être valable. 7 pour une semaine entière. Et puis le nombre de jours avant de désactiver le compte après expiration de mot de passe, c'est le septième. Puis le huitième, c'est le nombre de jours depuis le 1er janvier 1970 pendant lesquels un compte a été désactivé. Donc, comme ça, l'administrateur système, il a une visibilité sur tous les comptes qui sont actifs et les comptes qui sont désactivés. Et puis, on a le dernier champ, donc il est réservé à une utilisation future possible. Donc, comme vous voulez, c'est un champ qui est vide. Alors là, il existe aussi d'autres fichiers de gestion propre à la gestion de l'utilisateur dans sa partie sécurité. Donc, à savoir, c'est des fichiers spécifiques de sécurité, à savoir le /etc/ security / password, c'est le fichier qui stocke les mots de passe en dur. Le /etc/ security / user, il contient des attributs qui sont complémentaires concernant les utilisateurs et aussi des comptes avec propriété de gestion de mots de passe. Il y a le /security / limits. C'est un fichier très important. Il permet la limitation des ressources par utilisateur. Et il existe deux types de limitations. Il y a une limitation qui est software et une limitation qui est hardware. Donc pour la limitation hardware, l'administrateur système ou bien le root, il ne peut rien changer. Par contre, pour la limitation software, il existe une commande qui s'appelle ulimit. La commande ulimit, si vous tapez man ulimit, vous allez voir que c'est une commande qui permet de manipuler les capacités de processeur et des disques pour l'utilisateur en question, mais aussi ça permet de limiter le nombre de fichiers à ouvrir, le nombre de processus à exécuter, la taille maximale des fichiers, et pas mal de choses concernant la configuration adéquate à l'utilisateur. Ok. Alors, pour ce qui est de ce fait, donc encore un mot, donc je disais pour le /etc/ limit, donc il comprend des arguments par défaut, hein, et qui regroupent des valeurs génériques et par rapport à un utilisateur créé. Et donc là, on peut mentionner les valeurs individuelles qui ont été modifiées pour chaque utilisateur. Pour les limitations, j'ai dit qu'on a des limitations concernant la taille maximale de fichier, une limitation par rapport à la taille maximale d'un fichier corps, aussi le temps CPU maximum pour un processus, le nombre maximum de fichiers ouverts simultanément, ça aussi on peut le limiter, la taille maximale d'un fichier, la taille maximale d'un fichier corps, le temps CPU maximum pour un processus et le nombre maximum de fichiers ouverts simultanément. Alors là, donc l'utilisateur, il a la main pour configurer pour un utilisateur donné toutes ces informations-là.
Les valeurs, ils doivent être, donc ces limitations doivent être représentées en octets, plus précisément en nombre de blocs de 512 octets, donc c'est des multiples de 512 octets. Et les durées sont exprimées en secondes pour ce qui est de temps d'exécution, temps CPU maximum. Et une valeur qui est égale à -1, ça signifie qu'on est à l'illimité. Hein, donc, je